ce débat public. Alors je demande à M. Daniel Barois, chef de la mission photographique au ministère de la Culture, de bien vouloir venir nous donner sa position, ses idées, ses recommandations. Position, je ne sais pas. Bien, merci. Tout d'abord, je voudrais effectivement saluer l'initiative de Page et l'accueil que Madame la sénatrice, présidente de la Commission des affaires culturelles du Sénat, a tenu à lui réserver, en nous invitant ici à réfléchir au problème de la photographie dans l'univers numérique et aux possibles pistes de solutions. Le monde numérique apparaît en effet comme un monde nouveau. En tant que tel, s'il est porteur de dangers et d'incertitudes, il doit aussi, pour la photographie et par les photographes, pouvoir être conquis avec espoir et détermination. Dans ce contexte, il importe donc que tous les acteurs concernés, les photographes, mais aussi ceux qui, à des titres divers, utilisent des images, tout comme bien sûr les pouvoirs publics, nous puissions en toute confiance engager l'exploration commune de ce monde, en appréhender les pratiques nouvelles par nature et en définir les règles. C'est dans ce cadre que le président de la République et la ministre de la Culture et de la Communication ont demandé à M. Pierre Lescure de conduire une vaste mission de concertation publique sur les contenus culturels et les pratiques numériques et que, comme vous le savez, les problèmes de la photographie ont été pleinement inclus dans cette démarche. Mon propos se bornera donc ici au rappel de quelques constats, à la réaffirmation de quelques principes et à l'énumération des quelques chantiers dans lesquels nous aurons à inscrire nos réflexions et notre action future. En premier lieu, je pense, comme j'en suis sûr la plupart d'entre vous, que s'agissant de l'image et plus particulièrement de la photographie, nous vivons bien une véritable révolution, sans doute de même ampleur que celle que l'imprimerie a fait subir à l'écrit à la fin du XVe siècle, ou les techniques de diffusion téléphonique et radiophonique au début du XXe, s'agissant de la diffusion d'informations écrites et orales. Et de même que l'imprimerie a permis de faire sortir l'écrit des monastères et des cours princières pour imposer la réforme et la démocratie, l'ère numérique qui s'ouvre, par la profusion des images qu'elle permet de faire circuler, correspond bien au monde global, solidaire, dont on se plaît généralement à saluer la naissance. La photographie, l'image fixe, plus que tout autre moyen d'expression, la musique ou le film notamment, apparaît bien comme le langage universel qui transcende les barrières linguistiques, culturelles et sociales. Soyons donc optimistes, résolument, quant à l'avenir de la photographie. Comme le dit Milan Kundera, la mémoire est photographique et elle le restera. Pour autant, dans cette phase de mutation, et par-delà le succès croissant des diverses manifestations qui célèbrent la photographie, on est en plein dans l'actualité, où la place que celle-ci a su conquérir sur les marchés de l'art, les problèmes auxquels nous avons à faire face sont évidemment nombreux et il ne s'agit pas de se les cacher. Pour n'en citer que quelques-uns, la crise de la presse, qui peine à trouver de nouveaux modèles économiques, dont les ressources sont faibles, incertaines, et donc qui tend à réduire les budgets qu'elle est susceptible de consacrer à la production de contenu. Deuxièmement, la multiplication du nombre des images qui circulent, facilement disponibles, sur des plateformes d'échange, dans les réseaux sociaux, ou sur des sites dits de microstock, qui entraînent un mouvement d'effondrement généralisé de la valeur commerciale de l'image, et ce, dans un univers, j'y reviendrai, réputé sans frontières, donc difficile à réguler. Troisièmement, l'apparition aussi sur les tablettes et autres iPhones, et sans doute bientôt sur la télévision interconnectée, de nouvelles formes d'objets éditoriaux, d'œuvres, webdocu, POM, jeux vidéo, dont ni les formats, ni les modes de production et de financement ne sont aujourd'hui définis. Enfin, une interrogation généralisée sur la pertinence des modèles, qui d'ailleurs ne se sont imposés que relativement tardivement, quant au statut de la photographie au regard des principes de la propriété intellectuelle. C'est donc dans un contexte d'inquiétude légitime que nous avons aujourd'hui à travailler, en nous disant bien que le monde de demain ne ressemblera évidemment pas à celui que nous avons connu jusqu'à la fin du XXe siècle, mais en ayant la ferme conviction que la photographie y aura sa place. D'ores et déjà, je pense qu'il est utile
de bien nous mettre d'accord sur plusieurs constats qui, parce qu'ils seront partagés, nous permettront d'avancer. Premièrement, sans doute l'univers de l'Internet définit-il un espace public. Mais qui dit espace public ne dit pas absence de régulation, de règles, voire de sanctions. Évidemment, il faut regretter aujourd'hui que certains opérateurs, certains acteurs aient, d'une manière bien imprudente, laissé se développer, voire encourager, une culture de la gratuité ou de totale liberté. Mais il y a bien dans l'espace public physique un code de la route, par exemple, qui vise simplement à permettre à tout un chacun de circuler dans des conditions de sécurité optimales. Sur l'Internet se confrontent bien des contenus apportés par des individus et des lecteurs susceptibles d'être intéressés par ces contenus. Comment cette offre peut-elle exister et rencontrer sa demande? Cela se fait-il de manière naturelle? Voilà bien les questions que nous avons à conserver à l'esprit. Deuxièmement, sans doute aussi l'univers de l'Internet apparaît-il comme un univers sans frontières, dématérialisé parfois, ce qui bouleverse les notions même de territoire. Mais il n'est pas pour autant sans lien physique, concret. Même s'agissant du cloud, on se rend bien compte qu'il y a là des machines, des entreprises, qui sont situées quelque part et qui appartiennent bien à quelqu'un. Dès lors, comme le rappelait récemment Mme Falque-Peyrotin, présidente de la CNIL, de nombreux pans des droits nationaux trouvent bien à s'appliquer. Le droit pénal, le droit de la consommation, rappelé par la Cour d'appel de Pau en mars 2012, et en rejetant la clause de compétence des tribunaux californiens pour les contrats proposés par Facebook. Le droit civil, et notamment les principes de mise en cause de la responsabilité des moteurs de recherche par l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2012. Le droit à la protection des données, auquel il faut évidemment ajouter le Code du commerce et le droit de la propriété intellectuelle. Sur ce dernier point donc, et si nous devons considérer que des adaptations seront sans doute, peut-être, nécessaires, nous devons aussi tenter de fixer le cadre et les principes dans lesquels il conviendra que celle-ci se fasse. Et d'autant plus que, de fait, les pratiques des acteurs de ce nouveau monde, ces modèles économiques, sont encore bien incertains. La photographie n'est pas d'ailleurs seule confrontée aux problèmes que nous évoquons. Ainsi, ces grands principes ont été à plusieurs reprises rappelés par la ministre de la Culture et de la Communication, et encore récemment en octobre, lors du forum de la Société des gens de lettres, où elle a réaffirmé, je cite, que le droit d'auteur n'est pas soluble dans l'économie numérique, et marqué 3 principes qui fonderont sa politique en la matière. Premièrement, la garantie d'un large accès aux œuvres, sans rationnement, ce qui suppose, entre autres, l'interopérabilité des réseaux, simple et techniquement stable et raisonnable en termes de tarifs. Deuxièmement, la maîtrise des ayants droit sur leur contenu, ce qui n'exclut pas certains aménagements des principes de mise en jeu du droit exclusif, mais exclut en tout état de cause toute possibilité de dépossession totale. Troisièmement, la préférence pour le dialogue et les accords contractuels négociés avec la médiation éventuelle des pouvoirs publics, garant de l'intérêt général et sanctionné, le cas échéant, par la norme. Ainsi cadrés, vous le voyez, les chantiers qui s'ouvrent devant nous sont nombreux et vont mobiliser du temps et des énergies. Ils s'inscrivent dans la réaffirmation du principe d'exception culturelle au service de la diversité, qui évidemment concerne bien la photographie, porteuse d'informations, de mémoire, d'émotions aussi. Il suppose aussi que cette affirmation de nos principes soit portée au niveau européen pour être défendue dans les négociations internationales. Et soulignons à cet égard les évolutions portées à l'heure actuelle par les instances européennes elles-mêmes. Enfin, et par-delà ces chantiers économiques et juridiques, permettez-moi, outre d'ailleurs la question posée par les éditeurs de presse relative au principe d'une rémunération par les moteurs de recherche des sites qu'ils référencent, sujet qui d'ailleurs est non seulement d'actualité en France, mais en Allemagne, en Belgique, au Brésil. Donc permettez-moi d'énumérer rapidement 4 autres sujets dont je me réjouis et me félicite que vous les évoquiez et qu'ils seront même rapidement évoqués cet après-midi et qui sont de toute façon bien inscrits dans nos préoccupations. Premièrement, alors que des millions d'images photographiques circulent dans le monde, il importe en effet de se demander comment celles-ci sont présentées,
simple illustration plus ou moins réussie, ou véritable support d'informations fiables, validées, complètes le plus possible. Le sujet de l'indexation des métadonnées est donc un sujet crucial dans la valeur même du document proposé. Description de l'image elle-même, bien sûr, mais aussi de l'objet physique et du fond ou de la collection auquel il appartient. Cela vaut pour les images anciennes, mais ça vaut aussi pour les images de flux, les images en train d'être produites. Mais pour assurer un accès le plus facile possible, évidemment, la création et la gestion de ces métadonnées vont supposer la mise en œuvre de normes, de thésaurus, d'outils techniques, la mobilisation donc de chercheurs et d'entreprises. Deuxièmement, dans ce contexte, les possibilités d'assurer une traçabilité de l'usage fait des photographies supposent aussi le développement d'outils techniques appropriés. Nous avons en France une entreprise qui se consacre à ce dur métier, si j'ose dire. Il y en a peu dans le monde. C'est évidemment un sujet important dans la mise en œuvre des règles qui seront éventuellement édictées ultérieurement. Troisièmement, les pays européens, et la France tout particulièrement, détiennent des fonds photographiques considérables. Comment les conserver, les rendre accessibles, alors même que de nombreux acteurs s'y intéressent et y voient bien, et à juste titre, une source de richesse potentielle à tous les sens du terme, une mine de contenu pour les industries de la connaissance. Quatrièmement, enfin, si la photographie est happée par les écrans, voit son support traditionnel, le papier, devenir en quelque sorte second, ce qui ne veut pas dire secondaire, il importe aussi de réfléchir à la nature et au contenu des formations auxquelles les photographes doivent aujourd'hui avoir accès pour maîtriser les formes d'écriture nouvelles que cela suppose et leur mode de production. Vous le voyez, les chantiers que nous avons devant nous sont considérables. Je suis certain que de la mobilisation et de l'engagement des acteurs aujourd'hui réunis dans cette salle pour les poursuivre, nous pourrons y arriver dans les mois qui viennent ou les quelques années qui viennent. Il faudra un peu de temps et je vous remercie. Merci, Monsieur Barrois. Je voudrais maintenant demander à Patrick Robert de venir témoigner alors d'une réalité, de la réalité quotidienne de l'exercice de notre profession. Bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis reporter photographe depuis 33 ans. Ça va? Attends que je vois mon texte quand même. Oui, il était mis. J'ai commencé 7 ans à CIPA, 17 ans à Sigma et je suis indépendant depuis 10 ans. Bon. J'ai fait du magazine, du news, la politique nationale, internationale, du people, des tournages de films, du studio. Mais je suis finalement surtout connu pour les reportages de guerre. J'ai vécu toute la période de la mutation vers le numérique et la dévalorisation régulière de la photographie de presse. Je vais parler ici des problèmes de statut des photographes et suggérer quelques solutions. La situation dans laquelle nous nous trouvons a des racines très anciennes qui s'ajoutent à la chute des droits d'auteur. Il faut rectifier une idée reçue. L'âge d'or du photojournalisme, dont on parle souvent, oui, l'âge d'or du photojournalisme concerne surtout sa notoriété. Les reporters ne se sont jamais enrichis. Et les rares gros coups qu'on pouvait faire de temps en temps étaient noyés dans la somme des reportages déficitaires. C'est donc un problème ancien dont on hérite aujourd'hui, auquel s'ajoutent les problèmes du numérique et de la dévalorisation des droits d'auteur. À mes débuts à CIPA, je me souciais très peu de mon statut social. J'étais payé anarchiquement, avec des chèques, des traites. Mais on me prélevait déjà 6% pour la GSA sans que j'y sois inscrit. On n'entend pas ? Ah, moi, je m'entends bien. Hein. Ça me gêne. Hein, mais ça crachote, sinon. C'est mou, là.